présent de l'enjeu de la neutralité carbone, de la décarbonation de nos économies et de l'économie mondiale dans son ensemble. C'est bien un objectif mondial qui inclut les pays développés et les pays émergents. Nous en parlons avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM en France. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour évoquer ce sujet, effectivement. Alors, sous l'angle de la sphère émergente, l'objectif carbone neutre 2050 anime évidemment les débats, les discussions, les stratégies d'investissement de bon nombre d'acteurs des pays développés. C'est aussi, et peut-être même avant tout, un enjeu pour la sphère émergente aujourd'hui. Comment est-ce que vous posez justement ce débat et cette équation pour les pays émergents face à cet objectif de neutralité carbone ? Déjà, si on regarde où on en est, le constat, malheureusement, est qu'il faut redoubler d'efforts pour arriver à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Alors, juste pour illustrer, il y a quand même pas mal d'initiatives, vous l'avez dit, c'est une dimension globale, les investisseurs institutionnels sont très engagés pour y arriver. Mais aujourd'hui, si on reprend par exemple un chiffre, sur 2021, il y a eu 350 milliards qui ont été investis sur l'énergie renouvelable. C'est bien, c'est en augmentation. Mais selon une étude que nous avons faite, BNY Mellon avec Fathom Consulting, il faudrait 100 000 milliards à investir dans la transition énergétique d'ici au cours des 30 prochaines années pour réussir à cette neutralité carbone. Alors, pour mettre en perspective, ça représente quoi ? C'est à peu près 15% des investissements à l'échelle mondiale qui devraient être pendant 30 ans versés sur cette... 100 trillions de dollars, 100 000 milliards sur 30 ans. C'est 15%. Très clair. Des investissements mondiaux qui devraient être dédiés à la transition énergétique, et c'est 3% du PIB. Donc, on en est encore très très loin. Et la réalité, sur le point pourquoi les émergents nous intéressent particulièrement, parce qu'il faudrait que 50% de ce montant soit investi vers la zone émergente. La zone émergente, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est là où il y a la plus grande demande énergétique au niveau du monde. Là aussi, c'est déjà une population très importante et qui grossit. C'est 80% de l'espace de la planète. Et il devrait représenter plus de 70% de la demande énergétique d'ici 2040. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les efforts que l'on a vus se font beaucoup sur notre pays domestique et peu encore sur les émergents. On a quand même des choses positives. On ne va pas tenir un tableau trop négatif. Il y a des investissements qui se réalisent sur les pays émergents. Il y a eu des progrès qui ont été faits, que ce soit grâce justement à des aides gouvernementales, des entreprises qui se sont mis dans les pays émergents pour justement travailler cette décarbonation, ne serait-ce que l'énergie solaire. L'énergie solaire est intéressante notamment de ces pays émergents parce que justement ils bénéficient d'un ensoleillement. Ça peut être aussi une abondance pour tout ce qui est éolien. Donc nous, très clairement, les émergents vont jouer un rôle crucial dans la décarbonation et sont sous-investis. Alors, qu'est-ce que ça peut créer comme opportunité pour un investisseur aujourd'hui ? Outre l'attrait du rendement, de la croissance, on le sait, les émergents ont une croissance plus importante que les pays développés, avec les challenges que ça représente, le niveau de risque, l'impact du dollar élevé ces dernières années qui n'a pas facilité forcément les investissements. Néanmoins, aujourd'hui, pour un investisseur, s'intéresser aux pays émergents peut permettre justement d'arriver à cette décarbonation aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Aujourd'hui, on peut très bien s'intéresser à ne serait-ce que sur des fonds actions qui vont jouer les émergents, avec notamment la directive SFDR 9. Et puis, il y a le marché obligataire qui est assez intéressant, notamment les obligations à impact. Alors, peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'une obligation à impact. Une obligation à impact, c'est une obligation dont le produit
va être utilisé pour avoir un impact positif, qu'il soit environnemental ou sociétal, et en ligne avec les objectifs de développement durable, les ODD des Nations Unies. Donc, les émissions à impact sont nées à peu près il y a une dizaine d'années. Au départ, c'était plutôt des obligations vertes. C'est ce qu'on appelle green bonds, social bonds, etc. Et ça se regroupe dans la famille de la dette à impact. Des obligations. Donc, au départ, il n'y avait que des obligations vertes, les green bonds, les fameux green bonds. Et puis, plus récemment, ça s'est développé avec les social bonds ou les impact bonds. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans son ensemble. Parce que s'intéresser à l'environnement, bien sûr, mais dans les émergents plus particulièrement, l'impact sociétal va être important. Pourquoi ? Parce que l'éducation, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir demander à des pays émergents d'utiliser l'énergie solaire s'ils ne savent pas non plus lire et écrire. Donc le social joue un rôle très très important. Donc on s'intéresse vraiment à ces obligations-là. Il y a eu une très forte progression. Aujourd'hui... Parce que ce marché, quand il a été créé, Green Bonds, Social Bonds, c'était très européen quand même. Enfin, l'Europe est le plus gros marché pour ce type d'émissions obligataires aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui se développe dans la sphère émergente. Dans quelle mesure ? Ça se développe bien. Aujourd'hui, c'est à peu près 30% des émissions obligataires émergentes qui sont des obligations à impact. D'accord. Donc on a aujourd'hui ces 250 milliards qui sont des émissions à impact, et on a à peu près 200 émetteurs. Donc on peut le jouer aussi de différentes façons, soit des obligations privées, soit des obligations publiques. Ouais. Nous, on aime bien les obligations privées parce que la problématique du public, c'est que ça va se jouer beaucoup finalement à la politique du pays, qui peut être... Oui. Plus ou moins aligné. Oui, par exemple, la Chine ou le Brésil. Bien sûr. Il y a des entreprises en Chine et au Brésil qui nous intéressent. Mais est-ce qu'on peut très clairement, dans une ambition environnementale, sociétale, acheter des obligations qui ne remplissent pas en fait l'ensemble des critères. En Chine, on sait très bien que les droits de l'homme peuvent être problématiques. Et le problème de la déforestation au Brésil. Donc ça, très clairement, on va préférer des entreprises locales, des émissions obligataires locales, plutôt que le pays. Le risque est mieux contrôlé pour vous, quand on parle de cette sphère émergente, avec les exemples que vous avez cités, le risque est mieux contrôlé quand on est dans l'univers de la dette privée d'entreprise, plutôt que dans l'univers de la dette obligataire souveraine. Moins Et puis, le rôle de l'engagement, si vous voulez, d'un asset manager, directement avec l'entreprise, va être plus parlant qu'avec le gouvernement. Le dialogue est plus évident. Bien entendu. Et le rôle de l'engagement est clé dans cet univers-là. C'est un univers qui se développe, c'est un vrai univers d'investissement aujourd'hui pour vous. Qu'est-ce que ça représente en termes de rendement, en termes de performance, si on regarde ça du point de vue de l'investissement, ce qui intéresse l'investisseur, avec évidemment les engagements en matière d'impact environnementaux, sociaux, sociétaux? Alors déjà, c'est un investissement de long terme, donc on regarde toujours les opportunités sur le long terme. Aujourd'hui, les émergences, ce qui est intéressant, et c'est en ligne un peu avec ce qu'a dit Arnaud Faller de CPR juste auparavant, c'est qu'il y a un côté attractif au niveau de la valorisation. Donc, c'est un point d'entrée intéressant parce que la valorisation est attractive. On est sur des rendements qui sont, au niveau de la dette obligataire, plus élevés que la dette développée. On a eu, les dernières années, une déception... qui était liée de la part des émergents par rapport à la valorisation du dollar. Et notamment sur le fait qu'en période d'inflation élevée, les flux de capitaux vont de facto se mettre plus vers la zone dollar que vers la zone émergente. Maintenant, nous, si on regarde maintenant les dettes émergentes qui sont libellées en dollars, il y a un intérêt parce que là, effectivement, c'est une parité qui est intéressante. Donc oui, il y a un attrait. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle le greenium, c'est-à-dire cette valorisation supérieure qui serait donnée à des obligations vertes.
d'un côté technique. Une prime verte, quoi. Une prime verte. Une prime verte. On essaye de pas forcément... c'est quelque chose qui a été notamment beaucoup cité sur les obligations vertes en Europe. Sur les obligations émergentes, il y a cette sensibilité, mais ce n'est pas forcément là où on va vraiment mettre notre intérêt, mais c'est bénéficier d'une forte croissance qui va aller vers ces marchés-là et qui peut être phénoménale sur toute cette nouvelle industrie qui est en train de se créer. Quelles sont les économies leaders qui pèsent le plus aujourd'hui dans ce marché de la dette émergente à impact ? Est-ce qu'on retrouve d'ailleurs la hiérarchie émergente traditionnelle avec on retrouve la Chine, bien sûr, la Chine est très très importante. L'Inde, l'Afrique sont des zones très importantes pour arriver à cette transition parce que consomment énormément en nouveau de ressources. La Chine, bien sûr, Chine. Bon, très intéressant, effectivement, hein, la naissance et la croissance de ces marchés de dette émergente à impact, hein, qui sont évidemment un outil de financement clé pour cet objectif carbone neutre 2050. Aujourd'hui, qui est sous-investi par l'ensemble du marché des investisseurs et qui sera probablement dans les prochaines années là où va se diriger la plus grande croissance, un marché clé pour arriver à cette transition. Donc très important à regarder. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci pour cette mise en perspective effectivement des objectifs carbone neutres pour la sphère émergente et des outils de financement qu'il va falloir faire progresser dans les prochaines années. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM en France, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse dans cette édition de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.